Bonsoir à toutes et à tous. J'ai promis de ne pas être trop long, parce que j'ai une réputation de bavard. Donc, je suis le professeur Stéphane Delalande, titulaire de la chaire Matériaux avancés et procédés innovants du Conservatoire national des arts et métiers. Ce cycle de dialogue entre le Collège de France est né d'une idée à moi et de mon confrère du Collège de France, de faire dialoguer des personnes des sciences et métiers de l'ingénieur et des sciences humaines et sociales sur une grande thématique moderne qui touche l'humanité. Alors, le pourquoi de ça, c'est parce que je fais un cours, on m'a demandé de faire un cours qui s'appelle « Ingénieur de demain ». Et pour moi, un ingénieur de demain, ça doit aussi bien connaître les sciences humaines et sociales que les sciences et métiers de l'ingénieur, et connaître un peu de tout sur tout, comme disait Pascal. Donc c'est de là que c'est né. Je remercie les intervenants qui se sont portés volontaires en fait pour faire ces confs, parce que c'est pas toujours facile de parler et de dialoguer avec quelqu'un qui n'est pas de son métier. Donc je remercie le professeur Fontecave du Collège de France et Yves Gégourel, professeur au Conservatoire national des arts et métiers, qui se présenteront après. Donc je vais laisser la parole à Alexandra Delbo. Donc c'est le second dialogue en fait entre le CNAM et le Collège de France. Aujourd'hui, ou plutôt ce soir, on s'attaque à un sujet assez tentaculaire, la transition énergétique. Elle s'est donc imposée comme une nécessité face au changement climatique et aux objectifs de neutralité carbone, on en parlera. Mais derrière cette ambition environnementale se cachent des enjeux et des défis technologiques, industriels, économiques et même géopolitiques. Comment assurer une souveraineté énergétique et durable? La transition énergétique va-t-elle créer de nouvelles dépendances? Quelles sont les technologies essentielles pour un avenir décarboné? Voici quelques-unes des questions qui vont nous occuper ce soir. Et pour y répondre, le but de ces rencontres est justement de croiser les regards. Je vais vous présenter donc ces deux professeurs, Marc Fontecave, bonsoir. Vous êtes chimiste et titulaire de la chaire Chimie des processus biologiques du Collège de France. Et à vos côtés également, Yves Gégourel, bonsoir. Vous êtes économiste et titulaire de la chaire Économie des matières premières et transition durable au CNAM. Comme tous ces dialogues, évidemment, nous aurons la possibilité de discuter ensemble pendant environ 50 minutes ici. Et puis ensuite, cher public, vous aurez la parole. Vous pourrez poser toutes vos questions à nos deux professeurs. Pour commencer, tout d'abord, je pense que par rapport à ce sujet assez tentaculaire, il est intéressant de pouvoir parler un petit peu des idées reçues que vous trouvez justement particulièrement tenaces. Marc, quelle est l'idée reçue la plus tenace autour de la transition énergétique, celle peut-être contre laquelle vous vous battez plus ardemment? Merci. D'abord, merci pour l'invitation et donc merci pour cette première question qui va permettre de poser peut-être tout de suite un certain nombre de questions. Comme ça, je dirais que la première, l'idée la plus tenace, malheureusement, c'est cette idée très partagée qu'il serait facile, pratiquement trivial, de se passer des fossiles en quelques années à l'échelle de la planète. Et au fond, faisant fi de contraintes très dures, économiques, sociales, et même scientifiques et techniques. Je dis même parce que il y a cette idée aussi que toutes les technologies sont disponibles et qu'il suffit de les développer à l'échelle requise pour faire ce remplacement. Donc faisant fi de ces contraintes, on a fait croire au fond aux citoyens que zéro carbone en 2050 ou plus 1,5 en 2100 seraient des objectifs accessibles alors qu'ils ne le sont pas et qu'ils ne seront pas atteints. Voilà cette idée-là. Alors, quand même, si deux points, juste deux conséquences de ça. La première conséquence, c'est que si on prend bien conscience que ces objectifs sont difficiles à atteindre, malgré, en effet, l'urgence, eh bien, ça veut dire qu'il faut continuer à travailler au niveau de la recherche fondamentale, technologique, industrielle, au niveau social aussi. Enfin, donc, il y a beaucoup de travail.
Ça, c'est la première chose. Ça, c'est enthousiasmant parce que, évidemment, ça veut dire qu'on a du pain sur la planche et une partie et cette démarche-là va nous permettre peut-être pas de résoudre tous les problèmes, mais une partie. Mais la deuxième, qui est plus désastreuse, c'est que, au fond, les citoyens, enfin, c'est l'impact sur la confiance que peuvent avoir les citoyens sur, enfin, vis-à-vis des experts, des industriels, des États, des politiques. Et ces citoyens ont beau jeu, effectivement, de les soupçonner de mensonges ou d'incompétence parce qu'on leur a annoncé des objectifs inatteignables. Voilà, donc je pense qu'il faut un langage de vérité, c'est celui qu'on va essayer d'avoir aujourd'hui. En tout cas, moi, alors c'est facile, j'ai pas d'enjeu politique, j'ai pas d'enjeu industriel. C'est plus dur pour les politiques et les industriels. Ils sont confrontés, voilà. Mais moi, j'ai cette liberté-là, donc langage de vérité, c'est ce que je vais essayer de faire comme j'ai l'habitude de le faire. Yves, selon vous, avec votre vision donc d'économiste, quelle est l'idée justement qui est la plus tenace selon vous autour de la transition énergétique et qui vous embête peut-être pour faire passer finalement un petit peu des messages? Bonsoir à tous. Je vais vous taquiner un peu. Je crois qu'avant de parler d'idées tenaces, il faut parler d'idées. Et moi, ce qui m'interpelle, c'est la vision qu'on peut avoir de la transition énergétique. Il me semble d'abord qu'on doit différencier la question, vous parliez de sujets vastes, mais il faut différencier la question de la transition environnementale, qui est encore plus vaste, de la question de la transition énergétique. Et si vous me le permettez, je définirai, mais à gros traits, Marc, tu me pardonneras, mais ce qu'est la transition énergétique. C'est pour moi 5 piliers. Le premier pilier, c'est l'essor de l'électromobilité. Mais vous voyez, quand je dis ça, je suis déjà imprécis, parce qu'on a envie de se dire, plus de véhicules électriques, c'est dans le sens de la transition environnementale. La réponse est bien évidemment non, parce que c'est plus de véhicules électriques, et là je te rejoins, en remplacement du véhicule thermique. On peut être un champion du renouvelable et être un champion du charbon dans le même temps. Ça m'amène à mon deuxième pilier, qui est que si on électrifie nos usages, il faut évidemment en toute cohérence que l'électricité soit verte, soit durable. Donc c'est le nucléaire, c'est les renouvelables. En remplacement, et là il faut faire la différence entre la problématique du pétrole et la problématique, donc pétrole d'un côté, gaz naturel et charbon de l'autre, donc en remplacement d'une électricité ultracarbonée. Et effectivement, aujourd'hui, à l'échelle mondiale, n'ayons pas de tropisme européen excessif, à l'échelle mondiale, le charbon va bien, va très bien. La production mondiale de charbon, c'est 9 milliards de tonnes, en hausse. Troisième élément, si on utilise plus d'électricité et qu'on en produit plus de manière verte, il faut la stocker et puis il faut la transporter. Donc c'est plus d'infrastructures, de transport et de stockage de vecteurs énergétiques durables. Et ça, on en parlera plus tard, ça va créer des nouvelles dépendances aux ressources minérales. Il y a deux effets qui vont atténuer cet effet de dépendance. C'est d'abord le recyclage, l'éco-conception et surtout la sobriété. Mais vous voyez, la sobriété, on en a énormément parlé en 2021, lorsqu'on a eu une explosion des prix de l'électricité. Mais c'était de la sobriété énergétique. Et avant de parler d'idées tenaces, je pense qu'il y a des sujets, c'est l'éléphant dans la pièce, comme on dit en anglais, il y a des sujets qu'on n'aborde pas. La question de la sobriété qui nous intéresse, c'est une sobriété matière. Moi, j'adore les superbes voitures. Demain, vous m'autorisez à rouler dans un magnifique SUV, Porsche ou tout ce que vous voulez, je ne suis pas sûr que je dirais non. Ben oui, mais un SUV de 3 tonnes, même électrique, c'est plus de cuivre, c'est plus de cobalt, c'est plus de tout ce que vous voulez, c'est plus d'aluminium. Donc ça ne va pas dans le sens de la transition énergétique. Et pour conclure, l'idée tenace, c'est en lien avec ce que tu dis, c'est-à-dire qu'il y a une telle évidence scientifique sur l'urgence climatique que la transition énergétique elle va se faire d'une façon ou d'une autre de manière naturelle. Ça, je crois que c'est faux. Il faudra beaucoup d'efforts, il faudra beaucoup de combats, et on ne peut pas imaginer la transition énergétique, sans un changement radical dans les comportements individuels, et au-delà de ça, une modification profonde de la scène géopolitique mondiale. J'en parlerai un peu plus tard. Aujourd'hui,
Regardez, lisez la nouvelle stratégie de défense des États-Unis. L'idée, c'est très clairement de réaffirmer la prédominance des États-Unis d'un point de vue énergétique, et ça passera par le pétrole et par le gaz naturel encore plus. Peut-être qu'il faut bien comprendre, il va bien fait de rappeler ce que c'est que la transition, mais il y a une des choses qui est très très importante et qu'il faut bien comprendre, c'est l'électrification. Ça, c'est le premier point. Tout le monde est d'accord là-dessus. On peut ne pas être d'accord sur plein d'autres choses, mais sur le fait qu'il faut électrifier, c'est la chose peut-être la plus claire. Il faut électrifier tout simplement parce que si on enlève les fossiles, qu'est-ce qu'il nous reste? Il nous reste surtout et si on veut être bas carbone, il nous reste que des sources électriques. Il n'y a pas l'équivalent des liquides et des solides. Alors, on pourra parler de la biomasse, c'est un sujet un peu particulier, mais voilà, solaire, éolien, nucléaire, c'est de l'électricité. Donc, c'est ça l'explication. La deuxième chose que je voudrais dire, c'est que une politique énergétique ne doit pas, comme c'est le cas aujourd'hui, et en particulier en France, se limiter à la question de l'offre électrique. Vous avez sans doute remarqué que dès qu'on parle de transition énergétique, voilà, vous croisez un copain dans la rue, tout de suite vous lui demandez alors qu'est-ce que tu penses de la transition énergétique, bien sûr, et en quelques secondes vous parlez de nucléaire et d'éolien et de solaire, voilà. Mais non, il faut pas de nucléaire, mais si, il faut de l'éolien. Enfin, on parle que de ça. En fait, ça, ce n'est que de la production. Si cette politique énergétique ne travaille pas sur la demande, la consommation électrique, eh bien on a ce qui se passe aujourd'hui, à savoir qu'il y a un décalage entre production et consommation, et c'est ça qui pose tout un tas de problèmes, que je ne sais pas si on aura le temps de parler de la programmation pluriannuelle de l'énergie, mais si on verra que là il y a un sujet de discussion et de conflit, mais il faut absolument, pour électrifier, pas simplement avoir des capacités massives de nucléaire, d'éolien et de solaire. Il faut aussi que les gens utilisent de l'électricité. Et aujourd'hui, ça ne se fait pas. Aujourd'hui, on observe, et c'est à peu près depuis 2017, une baisse de notre consommation électrique. Donc, il y a un enjeu dans la politique énergétique de mobiliser les ménages et les industriels, enfin les consommateurs d'électricité, à aller vers les objets électriques. Alors, on peut discuter comment on peut faire ça. Il y a des tas de raisons pour lesquelles ça ne marche pas. Le prix de l'électricité, les problèmes scientifiques et technologiques, la désindustrialisation, enfin, on peut discuter de ça. Et la deuxième chose, et ça me ramène à ce que disait Yves, au fond, sur la souveraineté, pousser à l'électrification du côté de la production, bien, ok, si on le fait avec notre vent, notre soleil, notre nucléaire, ça va, on assure de la souveraineté. Si par contre, du côté de la demande électrique, de la consommation électrique, on n'a pas l'industrie qui produit ces nouveaux convertisseurs d'énergie, les pompes à chaleur, les voitures électriques, les fours électriques pour l'industrie, etc., etc., eh bien là, nous allons basculer d'une dépendance vis-à-vis des fossiles à toute une autre dépendance massive vis-à-vis des pays qui produisent ces convertisseurs d'énergie. Je les appelle comme ça pour simplifier et globaliser. Donc il y a aussi l'enjeu de mobiliser une industrie française et surtout européenne dans le secteur de l'électricité. Donc on va beaucoup parler en fait de ce qu'on veut faire à long terme. J'aimerais qu'on puisse replacer en fait, Marc, si vous pouvez, la France, où est-ce qu'on en est justement de ces usages, de cette électrification des usages, où en est la France aujourd'hui. Il y a aussi cette idée peut-être tenace, et j'en reste à ces idées reçues parce que je trouve qu'elle structure finalement un petit peu le débat, que la France serait en retard. Comment est-ce qu'on place en fait aujourd'hui, comment est-ce qu'on se place en tant que France et Europe par rapport à ces questions-là? À nouveau, si on prend l'électrification des usages, la réponse, c'est qu'on n'y est pas du tout. Nous baissons notre consommation électrique. Nous voyons le secteur du véhicule électrique avancer de façon non linéaire. Là, ça a l'air de repartir un peu. L'an dernier, c'était une catastrophe.
Pendant quelques années, les pompes à chaleur, ça a rediminué et les ménages achetaient plutôt des chaudières à gaz. ArcelorMittal a mis un holà à ses projets d'acier vert. L'hydrogène, la demande en hydrogène est à tonnes, donc on n'électrifie pas notre hydrogène. Donc il y a une consommation électrique qui diminue. Donc de ce point de vue-là, on n'est pas du tout sur les scénarios que nous avions prévus et que nous sollicitions tous de monter de la consommation électrique. Alors, ce n'est pas spécifiquement français, c'est spécifiquement européen. Oui, voilà. C'est spécifiquement européen. Tous les pays de l'Europe sont dans cette situation-là. Et même les États-Unis ne sont pas dans une pente faramineuse d'électrification. Par contre, si vous regardez la Chine, alors là, d'ailleurs, l'augmentation, si vous prenez à l'échelle globale mondiale, l'augmentation de la consommation électrique est de 4% par an, mais c'est exclusivement dans les pays émergents. La Chine électrifie à mort. Si vous regardez les courbes, c'est même impressionnant. J'ai dû regarder plusieurs fois parce que c'était tellement étonnant par rapport aux courbes européennes. Donc de ce point de vue-là, on n'est pas sur les bons rails. Du point de vue de la décarbonation, écoutez, c'est très variable, hein, en Europe en tout cas. La France est un pays qui a une électricité très décarbonée. Et d'ailleurs, ce n'est pas parce qu'on rajoutera des éoliennes et du solaire que ça va plus le décarboner, puisqu'il est pratiquement tout décarboné. L'Allemagne, par contre, est un pays qui a une électricité très carbonée. Voilà, donc de ce point de vue-là, on pourrait dire que la France est un pays, pour le moment, vertueux dans la compétition, je dirais, du point de vue de son électricité, la France, avec la Norvège, la Suède et la Suisse peut-être, pour des tas de raisons différentes. Nous, c'est parce que c'est le nucléaire et l'hydro. Norvège, c'est plutôt les barrages, l'hydro. Bon, Suède, c'est le nucléaire. Bon, on est parmi les pays les moins émetteurs de CO2 pour notre production électrique. Mais nous dépendons encore à 60% des fossiles, parce que tout le reste, on continue pour le chauffage, pour le transport, pour l'industrie, on continue à dépendre des fossiles. Yves, est-ce que vous pouvez aussi replacer la France dans ce monde? Vous commenciez à parler aussi de la question des puissances et des distinctions qu'il y a avec d'autres pays et continents. Est-ce que vous pouvez justement replacer un peu notre pays et l'Europe? Bon, on peut parler de la France en lien avec la question industrielle, c'est-à-dire qu'il y a un cercle un peu vicieux qui se met en place. Je vais prendre, vous voyez, je vous ai ramené une tablette de chocolat, non pas pour vous parler du cacao, mais pour vous parler d'aluminium. Quelque chose qui semble insignifiant. Il y a énormément d'enjeux derrière cette tablette de chocolat. L'aluminium, une tonne d'aluminium, c'est d'aluminium primaire, c'est 15 000 kWh. Donc la consommation est absolument considérable. Enfin, je veux dire, c'est sans commune mesure avec le reste. Je crois que Aluminium Dunkerque, ça doit être 4% de la consommation électrique de la France. Sauf que derrière tout ça, il y a évidemment une question de rentabilité. C'est une industrie qui consomme de l'électricité, mais il faut bien évidemment que pour qu'elle consomme, elle soit rentable. Or, on a un marché international de l'aluminium, 70 millions de tonnes, et plus de la moitié maîtrisée par la Chine. Donc ça devient très compliqué. Et la problématique de l'acier, c'est exactement la même chose. On a 2 milliards de tonnes d'acier brut et plus d'1 milliard assumés par la Chine, d'où les mesures de sauvegarde de la sidérurgie qu'on a vues. Donc en réalité, tout ça va dans un schéma plus complexe. L'autre élément, c'est que on peut s'interroger sur la performance de la France et effectivement sur la stratégie nationale bas carbone, on n'est pas du tout dans les clous, clairement, parce qu'il y a aussi une forme de disparition avec la sécheresse, par exemple, des puits de carbone. Ça, c'est des choses dont il faut parler. Mais la problématique, d'une façon ou d'une autre, elle est mondiale. Et lorsque je vous disais sur des idées reçues ou des idées tenaces, on a vite tourné le dos aux énergies fossiles, c'est-à-dire que moi j'entends assez régulièrement, il n'y a pas de sujet sur le charbon. Bon. Ben non, enfin, à nouveau, le charbon, c'est un sujet. Il y a une très grande consommation à l'échelle mondiale qui est localisée en Asie. On pointe souvent d'ailleurs du doigt la Chine qui a quand même une économie très carbonée sur le charbon. Mais c'est les émergents asiatiques qui ont une quête de développement économique et ça passe par là, avec des centrales à charbon qui sont finalement relativement efficaces. Je ne voudrais pas être polémique, évidemment les émissions de CO2 sont catastrophiques, mais finalement elles ne sont pas si anciennes que ça et donc on a cette problématique globale. Et c'est ça probablement qui manque, c'est-à-dire que
On le voit sur la conférence des partis, il n'y a pas de multilatéralisme du climat parce qu'il n'y a pas de volonté suffisante à l'échelle internationale pour le faire. Et pourquoi? Parce que tous les enjeux ne sont pas posés. Il me semble qu'aujourd'hui, très clairement, la question énergétique, enfin, je veux dire, aujourd'hui, comme finalement depuis le début de l'histoire industrielle, mais c'est un sujet d'hyperpuissance, par nature, et c'est un sujet de rivalité entre les États-Unis et la Chine. Et ça veut dire qu'il n'y a pas de place pour l'Europe, ou c'est qu'on ne se pose pas la question de la bonne manière, en fait? Je pense qu'il y a un peu de naïveté de l'Europe de ce point de vue-là, à vouloir jouer les règles d'un monde qui a disparu, parce que finalement, si on doit trouver un point de convergence entre la Chine et les États-Unis, c'est une forme de retour, enfin très établi évidemment pour la Chine, mais aux États-Unis de capitalisme d'État derrière tout ça. Moi, j'ai tendance à dire que la transition énergétique, ça aurait dû être un marathon. Ça aurait dû être un 10 km. Aujourd'hui, c'est un sprint qui est largement, alors on n'arrivera pas au bout de toute façon, mais qui est largement dominé par la Chine. Et tout l'enjeu pour les États-Unis, qui sont bien derrière, et l'Europe, je ne sais pas trop où elle est derrière tout ça, mais c'est de ralentir la tête, c'est de ralentir la Chine pour essayer de se refaire. Et comment est-ce que les États-Unis peuvent ralentir? En faisant la promotion des énergies fossiles, tout en se développant sur le renouvelable. Et qui dit renouvelable, il faudra qu'on en parle, dit ressources minérales. Et donc là, les enjeux sont majeurs de ce point de vue-là. Vous ne ferez rien, strictement rien, si vous n'avez pas de lithium, si vous n'avez pas de cuivre, si vous n'avez pas de nickel, de graphite, ainsi de suite. Et donc quand je dis ça, je pose la question du territoire et je pose la question des rivalités territoriales. Il m'apparaît une différence importante entre la Chine et les États-Unis d'une part et l'Europe et la France en particulier, c'est l'importance de la question énergétique dans ces premiers pays que j'ai cités. Vous le voyez bien que pour la Chine, et c'est encore plus vrai d'ailleurs pour Trump dans ce qu'il dit aujourd'hui, c'est une obsession la question énergétique. Et c'est normal. Je veux dire, il faut rappeler à tout le monde que il n'y a rien sans énergie. On ne serait pas là en train de parler s'il n'y avait pas d'énergie, on ne serait pas habillé, on ne mangerait pas. Enfin, c'est la question centrale de l'énergie. Et ces pays-là l'ont bien compris. Et quand on regarde la politique énergétique française depuis un certain nombre d'années, enfin, pour moi, c'est une catastrophe. C'est-à-dire, c'est traiter la question énergétique avec trop de mépris et assez peu de considération. On a vu les évolutions, l'arrêt de 14 réacteurs nucléaires sans savoir comment on allait faire de l'électricité. On ferme Fessenheim, puis le discours de Belfort du président de la République qui dit maintenant on repart sur le nucléaire et il faut attendre 4 ans pour qu'il y ait une PPE qui le dise. Enfin, et on parle très peu d'énergie dans les rangs de l'Assemblée nationale. On en parle tellement peu que le gouvernement n'a pas mis à la discussion à l'Assemblée nationale le texte de la PPE. Voilà, et ça c'est une très très grande différence. Pour ces pays, pour la Chine, pour les États-Unis, ce truc, l'énergie, c'est une question absolument centrale. Et en effet, après chacun le fait à sa façon, c'est-à-dire Trump et les Américains ne s'intéressent pas au climat en ce moment. Les Chinois s'y intéressent, sauf qu'ils ont une stratégie qui consiste à continuer à s'appuyer sur des énergies, certes carbonées, mais peu chères, pour leur donner les moyens économiques en particulier de développer les nouvelles technologies, et c'est pour ça qu'ils y sont. Et puis nous, on est entre deux, où voilà, on se donne l'impression qu'on va pouvoir faire sans fossiles, et en même temps, on est dans une situation où on n'a pas créé les conditions d'une énergie pas chère, d'une production, voilà, d'une industrie décarbonée, d'une électrification, etc. Et sur la question des ressources minérales, c'est la même chose. C'est-à-dire que ces pays-là, la Chine et les États-Unis, savent très bien que cette transition énergétique va dépendre de ces minerais, de ces métaux,
de métaux critiques ou pas, de ces métaux, et que pour ça, il faut aller les chercher, soit dans son propre sol, soit en allant les récupérer ailleurs, et en les raffinant. Bon. Nous, en France, on s'est interdit pendant des années, alors que le sol de l'Europe n'a pas tous les métaux, mais est riche d'un certain nombre de métaux, mais on s'est interdit, par exemple, d'aller creuser pour aller chercher des métaux. Et aujourd'hui, vous savez bien, un trou dans le sol, c'est une ZAD rapidement autour, et c'est comme ça que ça se passe. Donc, il faut qu'on reprenne conscience, et les politiques, certes, mais les citoyens, tout le monde, reprendre conscience de l'absolue nécessité de remettre la question énergétique et tout ce qui en découle, et en particulier la question que soulève Yves sur les ressources minérales, il faut qu'on les remette en première place. Pour recadrer les choses sur le remplacement des énergies fossiles, comme je le disais, il y a d'un côté le pétrole, c'est très schématique, mais il y a d'un côté la problématique du pétrole et des carburants sur les transports, et puis de l'autre côté, pour l'électricité, le charbon et le gaz. Il n'y a pas de sujet, ou très peu, pétrole sur la génération électrique. Dans le mix énergétique mondial, ça ne compte pas. Donc ça, c'est un point important. Et là, on a un dilemme majeur, qui est que le pire du pire, c'est le charbon. Sauf que dans transition énergétique, on travaille beaucoup sur énergétique et pas beaucoup sur transition. C'est bien le passage d'un état à un autre. Et donc, il y a une stratégie à avoir précisément pour gérer cette transition. Il me semble que l'Europe ne l'a pas eu, avec une dissonance très forte vis-à-vis de l'Allemagne, et qu'elle ne l'a toujours pas. C'est-à-dire que aujourd'hui, très bien, promotion du renouvelable, ainsi de suite, mais si la demande électrique augmente, ça ne va pas suffire. Qu'est-ce qu'on fait? On a encore aujourd'hui une très grande dépendance au gaz naturel, avec une mutation majeure d'un point de vue géopolitique, qui était qu'on était ultra dépendant, vous le savez, du gaz russe. C'est-à-dire qu'on apportait autour de 170 milliards de mètres cubes de gaz russe. Donc là, ça a très fortement diminué. Lorsque on a eu évidemment la guerre en Ukraine, alors ça a commencé un peu avant, il a fallu diminuer le plus possible les approvisionnements par gazoduc. Alors on a toujours du GNL russe. Et donc on s'est retourné, et c'est là où l'Europe est un peu prisonnière, on s'est retourné vers du GNL américain. Donc il y a un double bénéfice pour les Américains qui ont ce gaz naturel pas cher. Donc un avantage de compétitivité, c'est dit dans le rapport Draghi par rapport à l'Europe. Et puis en plus, évidemment, nous on le paye cher, et on le paye cher parce que, et là je ne voudrais pas provoquer, mais il n'était pas acceptable pour l'Europe d'avoir de stratégie gazière. Et quand je dis de ne pas avoir de stratégie gazière, ou en tout cas de ne pas avoir de vraie stratégie gazière, c'est-à-dire qu'avant la crise de 21-22, le GNL, on l'achetait un peu au fil de l'eau, c'est-à-dire au prix du marché. Et donc on l'a payé très très cher. Une des façons de lisser le prix du gaz, c'est de signer des contrats qui sont des contrats de très long terme, 20 ans ou 30 ans, ce que fait la Chine. Mais là, vous comprenez le problème. D'abord, ce n'est pas l'horizon qui correspond à l'urgence énergétique, et puis ça voudrait dire pour l'Europe d'affirmer qu'elle a une stratégie gazière, ce qui est très gênant. Ce qui ne nous empêche pas d'avoir des accords pour doubler les approvisionnements en provenance de l'Azerbaïdjan, ainsi de suite. Mais vous voyez, l'Europe, elle est très mal à l'aise là-dessus. Et c'est pour ça qu'on peut dire tant qu'on veut promotion du renouvelable, tant qu'on n'est pas sur la diminution du fossile avec cet arbitrage compliqué charbon-gaz naturel, voilà, on sera dans une situation complexe. Probablement plus de pragmatisme et puis effectivement une vision englobante. Je pense que l'énergie, c'est une problématique générale qui doit être traitée dans son ensemble. Je voudrais justement qu'on puisse plonger dans les technologies clés de la transition énergétique, Marc. Quelles sont justement ces technologies? Parfois, on a un peu l'impression aussi dans le discours ambiant que les technologies sont là, sont à disposition, sont prêtes et qu'on ne les utilise pas forcément, en fait. Il y a peut-être une forme aussi d'incompréhension par rapport à ça. Transition énergétique, en gros, c'est trois grands axes. Tout à l'heure, c'était 5. Combien ? Enfin, c'est diminuer notre consommation d'énergie. Alors, on peut l'appeler sobriété. Bon. Donc là, c'est effectivement des comportements, donc là, il n'y a pas de technologie derrière. Mais si, il y a de la technologie, parce qu'il y a aussi l'efficacité énergétique des systèmes sur lesquels on travaille. Donc là, il y a
du travail à faire sur l'efficacité énergétique de tous nos convertisseurs d'énergie. Ça, c'est le premier point. La deuxième, on l'a dit, c'est l'électrification. Alors là, il y a plein de sujets technologiques. Je les prends dans le désordre. Il y a un premier sujet, à partir du moment où vous voulez installer une part significative d'énergie variable ou intermittente, il y a un vrai problème de stockage de l'énergie. Et pas à l'échelle de la petite batterie, c'est à une échelle massive. Donc, il y a à travailler sur des nouvelles technologies pour faire des méga-batteries. Ça, c'est pour du stockage court. Il y a aussi le stockage intersaisonnier, qui est le plus important. Hein, c'est stocker de l'énergie solaire et éolienne l'été pour le ressortir l'hiver. Hein. Vous ne pouvez pas faire ça avec des batteries, hein, je le précise. Donc ça, c'est par exemple de l'hydrogène. Ben, voilà typiquement un sujet sur lequel il faut continuer à travailler parce que les rendements des électrolyseurs sont insuffisants. Les rendements des piles à combustible sont insuffisants. Et donc toute la chaîne qui consiste à transformer de l'eau en hydrogène quand on a un excès par exemple, d'énergie solaire l'été. Ensuite, stocker cet hydrogène sous forme comprimée ou liquéfiée qui demande de l'énergie. Et ensuite ressortir l'hydrogène en le faisant brûler dans des piles à combustible pour faire de l'électricité, le rendement total est de maximum 25%. Ça veut dire que vous avez perdu 75% d'énergie. Donc, il y a un problème. Donc ça, c'est un sujet sur lequel il faut travailler. Donc on pourrait comme ça continuer longuement, mais il y a une nécessité, en effet, par exemple, puisqu'on a évoqué l'acier ou la métallurgie d'une manière générale, il y a la nécessité de transformer, de changer complètement de procédé de préparation de l'acier, de production d'acier, avec ce qu'on appelle ces technologies d'acier vert, qui consistent soit à faire de l'électrolyse des oxydes métalliques, là je deviens un peu technique, mais soit en utilisant de l'hydrogène, mais pour cela il faut aussi que l'hydrogène soit disponible. Voilà. Donc ça c'est des technologies qui ne sont pas encore tout à fait au point, on sait les faire, mais voilà, il faut améliorer ça. Et puis voilà, donc il y a les batteries, bon, il y a des technologies qui marchent, les pompes à chaleur, ça va, mais voilà, donc il y a quand même énormément de sujets. Et puis ici, le dernier, parce que j'aurais dû d'ailleurs en parler en premier, puisque c'est ce que je fais dans mon laboratoire, ce sont les technologies qu'on appelle CCU, qui consistent à utiliser le CO2 lui-même qu'on attrape à la sortie des usines les plus émettrices ou peut-être un jour dans l'atmosphère, pour faire des carburants, notamment liquides, parce que il y a quand même des usages qui ne seront pas électrifiés. Dans un avion, il n'y aura pas de batterie électrique dans un Airbus 320, enfin en tout cas moi je ne monterai pas dedans, et il n'y aura pas non plus d'Airbus 320 à hydrogène. Bon, donc il faudra des liquides alternatifs. Et là on est très très loin du compte. Les kérosènes de synthèse, ils sont aujourd'hui 7 ou 8 fois plus chers que le kérosène fossile. Bon, voilà quelques sujets. Donc, il y en a de nombreux. Soit on les résout, mais ça prendra du temps. Moi, ce que je fais dans mon laboratoire, je vois toutes les contraintes scientifiques et techniques, et je fais ça avec des industriels, hein, donc c'est pas juste le professeur Nimbus dans son labo. Soit, en effet, il n'y aura pas de kérosène alternatif, et là, il y aura un vrai problème pour... là, c'est la sobriété, hein, il faudra s'arrêter de voyager en avion, enfin, je ne sais pas ce qui peut se passer, mais bon. Donc, pour le moment, moi, je reste sur cette idée qu'il faut continuer à travailler, à faire de la recherche, à associer le monde académique avec le monde industriel et continuer à travailler sur ces nouvelles technologies. Mais il y a plein de sujets. Et j'invite régulièrement dans mes cours et dans mes conférences les jeunes gens qui sont intéressés par la science à venir sur ces sujets-là, parce qu'il y a des questions scientifiques absolument... il y a tout un tas de nouveaux matériaux à trouver, enfin voilà.
Si on arrive justement un petit peu aux ressources, parce que tout nous amène finalement au sol et au sous-sol, on a commencé à parler des matières premières. Est-ce que vous pouvez nous dresser finalement un petit peu les matières premières qui sont essentielles à la transition énergétique et peut-être celles sur lesquelles il y a un risque de dépendance et sur quel sol ? Si je reprends ce que je vous disais autour des 5 piliers, donc vous avez compris que les 2 derniers piliers, recyclage et sobriété, va en diminution de ces fameuses matières premières. Donc je vais me concentrer sur les 3 premiers piliers, à nouveau de manière très schématique. Aujourd'hui, l'électromobilité, au sens général du terme, c'est des batteries lithium-ion. Donc c'est pour ça que vous entendez, enfin, si vous vous intéressez aux matières premières, vous entendez en permanence lithium, lithium, lithium. Donc vous avez dans ces batteries du lithium et puis sur les anodes graphite et sur les cathodes, en fonction de la technologie lithium-ion, vous allez avoir, pardonne-moi les raccourcis, mais une forme de rivalité entre les batteries, et c'est presque porté d'un point de vue politique, hein, les batteries dites NMC, nickel, manganèse, cobalt, et les batteries LFP, lithium, fer, phosphate. Donc ça, il y a une rivalité industrielle et j'ai envie de dire quasi géopolitique de ce point de vue-là. Donc ça, ce sont les matières premières importantes, je vais qualifier après l'effet de dépendance, mais sur l'électromobilité. Et puis, naturellement, le cuivre qu'on va retrouver de manière systématique dans les 3 piliers. Le deuxième pilier, donc les énergies renouvelables. Donc là, ça va aller du nickel pour l'acier inox, au zinc pour la galvanisation, au silicium pour le photovoltaïque, aux terres rares qu'on va aussi retrouver dans l'électromobilité pour les aimants permanents, dans mes éoliennes, ainsi de suite. Et puis, dernier pilier, donc le stockage. Alors je vais me concentrer plutôt sur le transport d'électricité. À nouveau, c'est du cuivre. Et donc de ce point de vue-là, on a une dépendance majeure à un grand nombre de ressources minérales. Alors, vous avez souvent entendu parler de métaux rares. Enfin, moi, je me bats avec les journalistes sur cette question-là. Cette notion n'existe pas. D'accord ? La notion de métaux rares, c'est une notion très générale. Je ne sais pas ce qu'elle qualifie. Il y a d'un côté la problématique des terres rares, un ensemble de 17 éléments très précis, et puis il y a la problématique de la dépendance au sens plus général du terme, et là on va parler de métaux stratégiques ou de métaux critiques. Donc pour vous donner un ordre d'idée, on a bien progressé là-dessus, mais sur le lithium, d'ici à 2050, pour arriver à la décarbonation, hein, on a fait des scénarios, la demande, j'ai repris mes chiffres, on sera à x13, d'accord ? La demande de lithium va être multipliée par 13. On aurait fait le même calcul, donc par 13, entre 24 et 2050. On aurait fait le même calcul entre 2020 et 2050, on aurait été à x40. Donc l'offre de lithium s'est fortement développée. Le cuivre, on est à x2,6. Les terres rares, on est à x4. Alors là, on a envie de se dire, l'effet de dépendance sur le cuivre, finalement, c'est moins grave, x2,6. Mais oui, mais sauf qu'il faut voir d'où on part. On part de rien avec les terres rares, on part de rien avec le lithium. Le cuivre, on est aujourd'hui sur la production mondiale, la consommation mondiale, autour de 25 millions de tonnes, avec une métallurgie qui a 3000 ans, avec un abaissement des teneurs dans les mines existantes et avec des découvertes, ce qu'on appelle de gisements majeurs, de plus en plus rares. Le dernier, il date de 2010. Donc, il faut aussi qualifier de dépendance, l'effet de dépendance de ce point de vue-là, et puis il faut la qualifier dans la chaîne de valeur. Notre problème sur le cuivre, c'est le minerai. Donc, vous voulez comprendre le monde, regardez ce qui se passe sur le cuivre, regardez les offensives américaines en réponse à l'ultra-domination de la Chine, regardez par exemple ce qui se passe en RDC. Et on va peut-être aller un peu plus dans la géopolitique. Là, on voit bien que dans ce marathon à allure de sprint que j'évoque, en fait, un point extrêmement important dans le changement de la scène géopolitique, c'est que les États-Unis se disent mais qu'est-ce qu'on peut faire ? Qu'est-ce qu'on peut faire pour rattraper notre retard ? Ralentir la transition énergétique parce que les fossiles, ça a toujours été, enfin, je veux dire, le charbon, l'Empire britannique, le pétrole, les États-Unis, l'électricité, schématiquement, la Chine. Donc, ralentissant de ce point de vue-là. Mais ce qu'ils font également, c'est une militarisation de l'accès à la ressource. Et où je dis que l'Europe est relativement naïve, c'est qu'on est encore sur les accords commerciaux, ainsi de suite. L'accord de paix en RDC, c'est, bon écoutez les gars, on voit bien que vous avez un problème avec le Rwanda, avec le M23.
Oui, République démocratique du Congo. Vous avez un problème majeur qui n'est toujours pas résolu. On arrive avec notre accord de paix, on arrive avec notre armée, et finalement, l'Europe est insignifiante de ce point de vue-là, parce qu'elle n'a pas son armée, parce qu'elle n'a pas dans sa stratégie ou dans sa doctrine militaire l'idée qu'elle puisse sécuriser. Mais ça, c'est très présent aux États-Unis, parce qu'il faut aller sur cette quête du sous-sol. Et donc on va en RDC, on va en Amérique latine, ainsi de suite. La problématique du lithium, c'est pour moi une problématique complètement différente. Du lithium, je schématise, il y en a plein. La question, c'est est-ce qu'on aura suffisamment à temps? C'est pas du tout le même sujet que le cuivre. La problématique du nickel, c'est une problématique industrielle, c'est une problématique de savoir-faire, de technologie et donc de coût. Le nickel, le minerai de nickel, on se dit, ben, on en a en Nouvelle-Calédonie. Oui, très bien, t'en as. Mais ce qu'il te faut, hein, il y a 2 types de nickel. Du nickel dit de classe 2 que vous allez utiliser pour l'acier inox, et puis du nickel de classe 1, qui est prioritaire pour faire mon fameux sulfate de nickel que je vais retrouver, je ne sais pas si je suis trop technique dans mes propos, que je vais retrouver dans mes fameuses cathodes. Et donc en fait, il faut transformer tout ça, et c'est simple, hein, c'est une usine minimum à 1 milliard, une usine de lixiviation acide à haute pression, avec une maîtrise de la technologie par les Chinois. Et donc l'effort de R&D, il est aussi dans les processus productifs. Et donc dans notre relation de dépendance, c'est ça qu'il faut comprendre. Et encore une fois, il faut aussi comprendre que c'est sympa de rouler en trottinette électrique, c'est sympa d'avoir d'iPhone, ainsi de suite, ça commence par la mine. Ça commence par la mine. Donc il y a une incohérence, pour moi, environnementale, écologique, ainsi de suite, à être anti-mine. Je veux dire, à nouveau, hein, allons sur le recyclage, l'avenir du cuivre sur le recyclage, allons sur la sobriété. Mais tu ne peux pas avoir de cohérence environnementale si tu te contentes de rouler sur ta trottinette électrique avec du nickel indonésien où il a fallu se battre, d'abord qui est très carboné, il a fallu se battre pour qu'il n'y ait pas de rejet en mer et ainsi de suite. Il faut prendre conscience de notre impact matière de manière fondamentale. Il y a une technologie qui doit être développées, enfin des technologies qui doivent être développées autour de la question de la récupération et de recyclage de ces métaux. Et au fond, ce qu'on est en train de faire quand on prend des minerais et qu'on les met dans des téléphones ou des batteries, etc., c'est qu'on les dilue. Et si on veut les récupérer, il faut aller dans enfin, c'est thermodynamiquement dans l'autre sens, et donc il faut de l'énergie. C'est une question d'entropie. Mais néanmoins, petit à petit, on va avoir une masse considérable de tous ces métaux dans les objets qu'on jette. Voilà. Donc, sur le plan alors, purement scientifique et technologique, il y a déjà des choses qu'on récupère et qu'on recycle, mais c'est extrêmement difficile. Donc il y a des vrais sujets enfin, moi, je m'y suis collé un petit peu sur notamment... alors j'ai un brevet sur la récupération du lithium de batteries, mais il y a des sujets qui sont extrêmement complexes et qui méritent toujours plus de travail et de recherche. Bon, alors, je pose la question, je vous demande, qu'est-ce que tu penses de la part que peut avoir le recyclage et le recyclage, enfin la récupération et le recyclage de ces métaux que sur le plan général, industriel ou géopolitique, je connais moins. Bon, alors là, je suis intimidé parce qu'un professeur du Collège de France qui me pose une question, ça c'est quand même pour moi la consécration. Merci Marc. Sachant que je suis un piètre scientifique à la différence de Marc. Je crois que ça dépend en réalité de la matière, mais sur le cuivre, effectivement, sans le recyclage, on ne passera pas. Mais la problématique du cuivre, à nouveau, est différente de mon aluminium. Recycler une canette. Je me baladais dans les couloirs du métro il y a 6 mois ou 1 an, et je vois une marque de bière, je ne vous donne pas son nom, elle est verte, qui faisait une grande pub autour de recyclables. Donc on était en 2025, et il y a encore une boîte qui me dit que l'aluminium est recyclable. Je trouve ça assez incroyable quand même. Mais la problématique du recyclage, elle n'est pas la même sur l'aluminium, avec un cycle qui est relativement court, alors que le cuivre va rester très longtemps dans les installations de manière générale. Donc ça, je pense que notre patrimoine cuprifère, je ne suis même pas sûr qu'on ait un audit là-dessus. Il me semble qu'on découvre ça et là, tiens, qu'il y a des câbles, ainsi de suite. Donc cet audit, il faut le faire, mais c'est là où il y a un changement de conscience. Je voudrais rajouter un point de ce point de vue-là, qui est que
quand on parle d'effet de dépendance, et pour le coup, je trouve que la vision, j'allais dire de l'économiste, mais en tout cas, moi je regarde les marchés et la variation des prix, elle est importante. Merci Stéphane d'ailleurs de m'avoir fait confiance là-dessus. C'est que si on regarde les scénarios, on se dit on va manquer de lithium, on va manquer de cuivre, on va manquer de tout ça. Et donc, comme l'économie ou les marchés, le prix, c'est quelque chose d'assez vulgaire, hein, ça ne nous intéresse pas, on se dit, bah, si la demande va exploser à 20 ans, forcément, les prix vont augmenter, ils vont augmenter de manière linéaire. Mais non, parce qu'il y a une autre réalité qui est ces fameux marchés mondiaux de matières premières que je travaille, avec une volatilité absolument extrême, et clairement, on ne va pas construire de lignes Maginot. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, la problématique de l'industrie européenne, c'est de se dire, très bien, alors il y a des matières premières dont on va manquer, donc il faut les produire, mais on a un acteur dominant, la Chine, qui, et elle joue son jeu finalement, elle joue son jeu géopolitique, va tout faire pour garder sa suprématie de ce point de vue-là. Et donc, je peux dire qu'on va manquer de lithium, et pour autant, aujourd'hui, les prix du lithium sont bas. Les prix du cuivre ont touché des records fin janvier à 14 000 $ la tonne, sont aujourd'hui à 12 000 $ la tonne. Le prix du nickel, lorsque, au lendemain de l'invasion de l'Ukraine par la Russie, est passé de 35 000 $ la tonne, 35 000 $ la tonne, à 101 000 $ la tonne, en une journée. x3 en une journée. Aujourd'hui, on est à 17 000 $ la tonne. Donc il y a une variabilité extrême, et ça va impacter tous les business models. Et donc c'est là où je parlais de vision, je parlais de l'individu, je parlais de l'État, mais aussi de l'actionnaire. C'est-à-dire que l'actionnaire chinois ou ainsi de suite, s'il est convaincu que bon, il y a du soubresaut, mais de toute façon ça va dans le sens de l'avenir, de la réussite de la nation, ainsi de suite, très bien. Aujourd'hui, l'actionnaire, quand il y a un prix qui chute, il a tendance à partir. Aujourd'hui, le schéma minier, développer une mine, c'est assumer les risques, c'est assumer le fait que dans un an, c'est 10 ans le temps de la mine. Hein. Entre le moment où vous dites tiens je vais y aller et le moment où vous allez sortir le premier tonnage, c'est 10 ans. Donc vous ne savez pas à quel niveau sera le prix. Et plus il y a de volatilité, plus vous êtes hésitant. Et donc il faut trouver aussi des mécanismes de ce point de vue-là. Avant de vous donner la parole justement pour la réponse aux questions, j'aimerais qu'on puisse discuter justement, et vous l'avez touché du doigt tous les deux, la question du temps. C'est-à-dire comment inscrire la transition énergétique justement sur un temps long sans avoir une certaine stabilité. Vous parlez, Yves, de volatilité des marchés. Il y a la question de la science aussi tout simplement, c'est-à-dire qu'il y a un investissement massif. La science, on sait qu'elle prend du temps. Vous avez soulevé, Marc, le fait qu'il y avait des industriels justement qui travaillaient avec vous, sous-entendu la recherche fondamentale sans industriel prend plus de temps, mais voilà, c'est une question pour vous deux. Comment en fait faire, quelle est la solution ou les solutions, quelles sont les pistes autour de ce temps qui, avec ses objectifs à 2050, en fait, nous donne une limite finalement? Bon, d'abord, du point de vue scientifique et technologique, il faut rappeler que une révolution scientifique, technologique, évidemment, ne se décrète pas. Elle va au rythme des découvertes et de la prise en main de ces découvertes par les industriels pour les mettre sur le marché. D'un côté, on se dit que, évidemment, que la science et la technologie a sa place. On ne parlerait pas aujourd'hui de transition énergétique s'il n'y avait pas eu, au début du siècle, des chercheurs qui avaient trouvé l'effet photoélectrique, puis ensuite les semi-conducteurs qui permettent aujourd'hui de faire du photovoltaïque. On ne parlerait pas de batterie lithium-ion si des électrochimistes qui ont eu, il y a peu de temps, 2019, non, c'est ça, le prix Nobel de chimie pour leur découverte de la batterie lithium-ion. Et leur découverte, elle datait pas de 2018, hein, elle datait de 40 ans avant. Et on peut multiplier comme ça les exemples. Donc d'un côté, on a des tas d'illustrations de l'importance de la recherche et de l'innovation. À nouveau, on parle de transition énergétique avec les voitures électriques, avec les panneaux solaires, avec ceci et cela, parce qu'il y a eu des chercheurs qui ont trouvé des choses fondamentales et que finalement on les a appliquées.
Mais en même temps, quand on regarde l'histoire des sciences, l'histoire de ces technologies, on observe inévitablement que ce n'est pas en 3-4 ans que ça s'est résolu. C'est à l'échelle de plusieurs dizaines d'années. Et quand l'entreprise avec laquelle je travaille est venue me voir, ou c'est moi qui peut-être suis allé les voir, je ne sais plus, en tout cas on a discuté, et où on s'est dit, on va travailler sur la valorisation du CO2 pour le transformer en molécules d'intérêt pour l'industrie ou pour le transport, hein, c'est ce que je disais tout à l'heure, les carburants alternatifs liquides, cette entreprise m'a pas dit il me faut un prototype, alors on a démarré en 2018 par là, il me faut un prototype en 2020, ils m'ont pas dit ça, eux ils savaient. L'Europe a l'air de, la Commission européenne a l'air de moins savoir, puisqu'elle a mis des quantités de e-fuel dans les avions très prochainement, massivement. Bon, ça n'aura pas lieu, bien sûr. Mais il parlait de prototype industriel à l'échelle 2035, c'est-à-dire eux-mêmes savaient que ça serait un minimum de 15 ans, 20 ans. Bon, moi je serais peut-être mort à ce moment-là, mais et on ne sait pas si ça va marcher non plus, 10 ans plus tard. Voilà. Donc, enfin, du point de vue, en tout cas, du temps de la recherche et de l'innovation, d'une manière générale, il y a des contre-exemples, hein, mais d'une manière générale, on est dans l'échelle de temps d'une ou deux générations. Il n'y a pas de... Voilà, c'est la règle. Et ça, il faut bien que les gens le comprennent. Et alors... Les conséquences, c'est que, évidemment, pendant tout ce temps où nous continuerons, parce que nous n'avons pas les alternatives, à monter dans des avions qui ont du kérosène fossile et d'autres utilisations des fossiles, nous continuerons à émettre du CO2, nous allons chauffer la planète un peu plus, et donc, mais on n'aura pas le temps d'en parler, il y a aussi la question de l'adaptation, hein, au réchauffement climatique. Moi, c'est une question qui m'importe parce qu'il y a aussi des aspects de développement technologique, d'innovation, mais aussi d'organisation de la cité. Je vous y invite parce que je ne pensais pas en parler, mais j'en parle. J'ai organisé un colloque au Collège de France en janvier, le 14 janvier. C'est accessible sur le site web. On a passé une journée à discuter voilà, d'approche d'adaptation au réchauffement climatique. Alors aujourd'hui, on en parle hein, du réchauffement climatique. On peut en parler, on ose en parler. Mais il n'y a pas si longtemps, tous ceux qui en parlaient, comme moi, étaient aussi taxés de ne pas vouloir s'attaquer à la diminution des émissions de CO2. Voilà, je pense qu'il faudra sérieusement... D'ailleurs, on voit bien, hein, en ce moment, il y a des malheureuses personnes en France qui sont en train de vivre un enfer avec des inondations. Bon, il y a des perturbations, il va falloir s'occuper de ça, et pas simplement se dire « Ah ben non, si vous faites ça, ça veut dire que vous ne vous intéressez pas à la diminution des émissions de CO2 ». Non, on s'intéresse aux deux. Alors le problème, c'est que évidemment, les deux sont coûteux, c'est très compliqué, mais il va falloir s'occuper de cette question de l'adaptation. Comment justement trouver des solutions face à cette question de ressources, cette question de transformation en fait, avec un temps, avec des objectifs qui sont fixés à un temps fixe et puis, comme vous l'avez dit, une volatilité, une absence de stabilité finalement. Moi, je porterai le débat sur un autre thème qui est la question de la parole scientifique et de la crédibilité de la parole scientifique. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, et vraiment, enfin, je suis très dans l'action politique. Enfin, je pense que c'est extrêmement important, mais il faut absolument écouter le scientifique, il faut l'écouter davantage, il faut lui donner les moyens. Il faut lui donner les moyens également probablement de perdre son temps ou de perdre un peu d'argent parce que la R&D, c'est du risque. Il faut aller sur de la recherche, j'ai envie de dire, tendancielle dans ce qui fonctionne avec des objectifs stratégiques, mais il faut aussi, il y a un problème, hein, par exemple de financement de l'innovation radicale dans le renouvelable. Il faut aller sur ces éléments-là. Je pense que c'est très important. Je voudrais, si c'est ma dernière prise de parole, faire quand même un focus et envoyer une alerte
cette dimension politique autour de deux sujets qu'on n'a pas forcément plus évoqués que ça, qui est la question de la souveraineté et de l'industrie. Je crois qu'il faut être très prudent, très vigilant politiquement sur les discours qui sont tenus. Si vous avez compris l'essentiel de notre message, c'est de dire finalement, sans transition énergétique, si on veut la transition énergétique, il va nous falloir des ressources minérales, ainsi de suite. Donc on en a fait de dépendance. Et donc de ce point de vue-là, sachant qu'il y a une ultra-domination de la Chine, que les États-Unis sont également très présents, il y a l'argument de la souveraineté. Il faut sécuriser, souveraineté, ainsi de suite, et puis c'est aussi lié à ce qu'on a vécu lors du Covid. Moi, j'aime bien ce terme de souveraineté, ça me va bien, c'est plutôt logique, et pour autant, il faut faire extrêmement attention parce que ça a du sens d'un point de vue économique, mais finalement, l'avenir de nos démocraties, il faut voir aussi ce qui se passe dans les autres pays, l'avenir de nos démocraties, il faut rester prudent, et lorsque vous mettez la souveraineté, la notion de souveraineté aux mains d'une personne qui ne sont pas dans cette logique de démocratie, eh bien ça devient du repli sur soi, ça devient du conflit, ainsi de suite. Regardez ce qui s'est passé dans l'entre-deux-guerres, il y avait quand même cette problématique autour du développement de la puissance industrielle de l'Allemagne et de son incapacité à avoir des ressources et d'une forme d'injustice. Et donc la façon d'aller vers le retour à la puissance industrielle, c'était de capter les ressources. Donc je crois qu'il faut être vraiment vigilant là-dessus. Et je terminerai par le fait de dire que oui, la souveraineté c'est important, mais il y a un truc qu'on est en train de perdre, c'est le multilatéralisme. Aujourd'hui, on ne s'en sortira pas sans multilatéralisme, sans accords internationaux. On voit que ça ne fonctionne pas bien au niveau du climat. Je pense qu'évidemment, il faut renforcer l'action de ce point de vue-là, mais il faut coupler les négociations sur le climat par des négociations qui conditionnent la transition énergétique, c'est-à-dire des négociations sur les matières premières, très clairement. La transition environnementale ou la transition énergétique, c'est de se dire peu ou prou, on va se mettre au régime, et puis on ne parle pas du menu. Alors moi je suis d'accord, ok, il faut que je perde quelques kilos, ainsi de suite, très bien, je suis prêt à signer. Et puis après on me dit jour après jour, tiens, il faut que tu diminues ça. Bon, vous voyez, donc il faut absolument aller aux racines de ce qu'est la transition énergétique, et donc ces discussions sur les ressources minérales. Et aujourd'hui on ne les a pas, et c'est probablement dangereux. Merci infiniment à vous deux. Est-ce qu'il y a des questions dans le public? Il y en a déjà. Parfait. Un petit applaudissement, c'est ça d'abord? Merci beaucoup pour votre conférence. Une question plus particulièrement pour le professeur Fontcave. En se recentrant sur le problème français, sachant qu'il n'y aura pas de débat puisque la loi sera adoptée par décret. Est-ce que vous pouvez évoquer votre position sur le problème de la modulation entre notre production d'énergie basée sur l'atome et les renouvelables et ce qui se passe au niveau des réseaux? Merci. Oui, alors, c'est complexe, mais je vais essayer de faire ça très court. La PPE, la programmation pluriannuelle de l'énergie, c'est la feuille de route de la politique énergétique française. Celle-ci se traduit essentiellement par tout ce qu'on a dit, une illustration de la stratégie nationale bas carbone, c'est-à-dire diminution d'énergie. En l'occurrence, dans le texte, c'est une proposition d'arriver à 1100 TWh de consommation en 2035, alors qu'on est autour de 1500. À mon avis, même ça, c'est pas raisonnable, déjà. Ensuite, d'électrifier. Et je vais donc d'électrifier. Et puis, comme tout ne sera pas électrique, parce que là aussi, il faut sortir de tous les délires 100% renouvelables, 100% nucléaire, 100% électrique. Il n'y aura pas 100% électrique. Donc il y aura une partie qui sera non électrique. Et si elle n'est pas fossile, elle est très compliquée à définir. C'est là qu'on fait intervenir la biomasse. On n'a pas eu le temps d'en parler, mais c'est un sujet. Bon. Quand vous proposez une production électrique, et j'ai déjà évoqué ça tout à l'heure, vous le faites parce que vous anticipez une évolution de la demande électrique. Or, la PPE française
a été construite sur des scénarios de RTE, qui sont ceux qui prévalent aujourd'hui, des scénarios de RTE qui ont anticipé des consommations d'électricité massives. Alors, ils n'étaient pas les seuls. Nous-mêmes, à l'Académie des sciences, l'Académie des technologies, les commissions énergie du Sénat, etc., tout le monde a dit on va électrifier les usages massivement, donc on va arriver à des quantités de l'ordre de, en 2035, 640, 650 TWh, et puis en 2050, ça sera 800 TWh, donc des pentes assez considérables. Et donc on a construit une PPE là-dessus. Et quand on nous a présenté, après plusieurs années de retard, le texte, quand je dis nous, je me mets, je prends ma place de président de la commission énergie de l'Académie des sciences, hein, parce que c'est mon point de vue, mais c'est aussi celui de mes confrères de l'Académie, qui s'est traduit dans un avis qui a été publié le 8 avril. On a dit, mais qu'est-ce que c'est que cette histoire? Vous ne tenez pas compte du fait que tous vos scénarios de consommation sont d'une certaine façon inexacts, pour ne pas dire bidons, puisque depuis 2017, notre consommation électrique diminue. Donc comment pouvez-vous continuer à proposer une production qui s'élève aussi vite à l'horizon 2035? C'est ce que nous avons dit. Et nous avons dit que dans ces conditions-là, avec un point de départ aujourd'hui qui est déjà une surproduction très importante, d'une centaine de térawattheures, alors qu'on exporte, mais on n'exportera pas plus, parce que 100 TWh, c'est à peu près le maximum que les interconnexions aujourd'hui permettent pour faire passer de l'électricité entre l'Europe et la France. Donc, dans ces conditions, le calcul était simple. Vous nous proposez un ajout, d'ailleurs, exclusif d'énergie intermittente, éolienne et solaire. Évidemment, dans 10 ans, on n'aura pas de nouveaux réacteurs nucléaires, donc ça ne pouvait être que ça. Simplement, on va se retrouver avec deux choses. D'une part, une surproduction massive d'électricité, et d'autre part, cette surproduction est essentiellement intermittente. Et donc là, on a dit, il va y avoir des conséquences très sérieuses sur, et on a pris 3 points principaux. 1, le marché de l'électricité. 2, la tension sur les réseaux électriques. Et 3, en effet, ce que vous évoquez, la modulation du nucléaire qui va atteindre des extrémités qui sont, en tout cas, à étudier sur le plan de ses impacts économiques et techniques sur les réacteurs. Voilà ce que nous avions dit. Il faut dire, à cette époque-là, nous avons été très attaqués sur cette position, y compris par le ministre de l'Industrie de l'époque. Et je suis heureux simplement de constater qu'entre le mois d'avril-juin et maintenant, il y a eu toute une série de rapports de la Cour des comptes, de l'OPEXT, l'Office parlementaire de l'évaluation des choix scientifiques et techniques, le rapport EDF qui vient de sortir, le bilan de RTE de janvier 2026 qui a enfin admis que la pente ne sera pas celle qui a été évoquée dans les scénarios initiaux et qui confirme que si cette feuille de route qui est proposée, qui est maintenant un décret, est appliquée, on va se retrouver dans un certain nombre de difficultés, me semble-t-il, sauf si, tout d'un coup, nous réussissions à électrifier massivement nos usages. Tout d'un coup, si on est effectivement, on se maintient dans cette situation de non-électrification, ça va être dramatique. Et d'ailleurs, cette feuille de route, elle sera changée, parce que c'est pas tenable. Si par contre nous électrifions, ça change la donne, hein, puisqu'à ce moment-là, cette production accrue d'électricité permettra d'assurer la fourniture d'électricité à une consommation qui augmente. Voilà. Et ça, c'était notre position. Quand je dis la nôtre, c'est celle de l'Académie des sciences, mais on n'était pas les seuls. Ça a été la position du Haut-Commissaire à l'énergie atomique, ça a été la position de l'Académie des technologies, enfin d'un certain nombre d'institutions. Voilà.
Oui, ce qui est dit, c'est que le débat n'est pas public. En effet, il ne l'est pas. Mais pourquoi, pourquoi il ne l'est pas? Moi, j'aurais aimé qu'il le soit. À nouveau, ça aurait mis ce que je souhaitais, la question énergétique sur la place publique, et pour montrer à quel point elle était importante. Le problème, c'est que, comme vous le savez, d'une part, cette question énergétique, elle fait l'objet de très grandes tensions quand on en discute, entre les pro-ceci et les anti-cela. Bon, c'est pas le seul sujet sur lequel le débat n'est plus possible. Et en même temps, si j'étais Premier ministre, j'hésiterais à mettre cette question-là à l'Assemblée nationale quand on voit ce qui s'y passe. Bonjour messieurs, merci beaucoup pour votre conférence, c'est vraiment intéressant. Moi j'aurais une petite question sur l'industrie européenne, notamment minière. Donc je vais plutôt m'adresser au professeur Gégourel. Pensez-vous qu'il faudrait relancer l'industrie minière en Europe pour se défaire un peu des griffes, qu'elles soient chinoises, américaines ou autres? Est-il possible de le faire, et surtout n'est-il pas déjà trop tard? Bon, il n'est jamais trop tard pour agir, et l'Europe va dans ce sens-là. C'est-à-dire qu'en 2023, on a eu ce qu'on appelle le Critical Raw Material Act, qui a lancé toute une série de mesures autour d'un sourcing européen sur les matières premières, donc plus de recyclage, moins de dépendance à un pays exportateur et plus de mines. Donc on est quand même dans ce schéma-là. Il y a des choses qui bougent avec l'Europe qui a validé 47 projets stratégiques. Et techniquement, un projet stratégique à l'échelle européenne veut dire que finalement, vous vous affranchissez d'une partie du débat local avec des décisions d'autorisation de sites industriels, voire de mines, qui peuvent être au niveau national. Mais néanmoins, il y a la question de la réconciliation, c'est-à-dire qu'il y aura toujours des oppositions dans cette forme d'incohérence que j'évoquais. La mine, c'est pas bien, c'est le syndrome NIMBY que vous connaissez bien, not in my backyard, donc je suis bien, voilà, mais si c'est en Indonésie, c'est pas plus mal, parce que comme ça, moi, je vois pas le problème. Donc, être cohérent d'un point de vue de la transition environnementale, c'est d'assumer effectivement ce que veut dire cette transition environnementale. Et donc, oui, je vous le dis de manière très ferme, il faut plus de mines, mais en complément des autres choses. C'est-à-dire qu'il faut plus de mines, mais beaucoup plus de recyclage. Sur le cuivre, je le redis, on ne passera pas par les mines. De 25 millions de tonnes à 40 millions de tonnes, c'est juste impossible. Donc c'est plus de recyclage et il faut aller là-dessus. Mais ce travail de réconciliation, je trouve qu'il n'est probablement pas suffisamment fait parce que le débat est tout de suite hyper tendu. Vous voyez, même sur la question du gaz, ça devient, c'est factuel. C'est-à-dire que ce qu'ont fait les Américains, vous passez du charbon au gaz, vous diminuez de moitié vos émissions de CO2. Après, il y a plein d'autres problèmes sur des émissions de méthane et ainsi de suite. Donc, mais voilà. Donc, il faut aller vers ça. Mais il y a beaucoup de lenteur. Et puis, je le redis, une mine, c'est 10 ans. Minimum. Minimum. Je suis tout à fait d'accord avec ce que tu dis et ce à quoi tu aspires, comme c'est mon cas. Je voulais juste mentionner, mais je ne sais pas où ils en sont, mais le gouvernement français a demandé au BRGM, Bureau de recherche géologique et minière, de refaire une analyse de l'état de nos sols en termes de ressources minières. Et ces matériaux critiques, etc. C'est une analyse qui n'avait pas été faite depuis 30 ou 40 ans, je crois. Donc là, on en saura plus sur le contenu de nos sols. On en sait déjà pas mal, mais là, il y aura un nouvel état d'analyse. Mais faites très attention effectivement sur ce patrimoine, c'est-à-dire que dans la presse, il y a souvent des confusions, ou même chez certains analystes, c'est-à-dire que c'est pas parce que vous avez la présence de telles ressources minérales dans le sous-sol que l'exploitation est économiquement viable. Par exemple, on a énormément parlé de terres rares au Groenland, on a parlé de l'accès au sous-sol ukrainien, avec une confusion majeure entre la notion de ressources, c'est-à-dire que vous pouvez qualifier l'existence de cuivre, de terres rares, ainsi de suite, et la notion de réserve, qui est que cette ressource est économiquement viable au prix et aux technologies d'aujourd'hui. Et donc tout le travail, il est là-dessus. Et puis il y a un autre travail autour de l'acceptabilité, c'est-à-dire que
Le BRGM avait identifié, par exemple, des ressources très intéressantes. Bon, on n'a pas développé ce sujet-là, hein, mais dans les récifs coralliens de Tahiti, bon, évidemment qu'on ne va pas défoncer les récifs coralliens là-bas pour avoir de la ressource. Donc il y a toutes ces questions-là. Mais ensuite, où est effectivement la limite? Le massif armoricain, pour être breton, a un potentiel relativement intéressant. Il y a presque des manifestations préventives, hein. J'ai petite question, enfin j'ai deux questions, je les poserai l'une après l'autre une fois que j'aurai. En fait, on a un gros problème aujourd'hui pour faire passer un message, hein, comme j'enseigne aussi. Il y a une science qui est un pan de la science qui est très têtu, c'est la thermodynamique. En fait, c'est quelque chose que les gens abordent très très mal. D'ailleurs, on a beau enseigner, essayer de changer la façon de l'enseigner, et les gens comprennent très mal. Et tu l'as un peu abordé, Marc, c'est de se dire, voilà, les mines urbaines, on en parle beaucoup, il y a beaucoup de sujets, projets de recherche qui s'appellent mines urbaines, et on essaye de récupérer, en fait, c'est vrai, des quantités de matière importantes, mais qui sont concentrées en ppm, donc c'est-à-dire pas concentrées du tout. Et là, en fait, la thermodynamique a dit que ça va nous coûter beaucoup plus d'énergie que ça nous coûterait, en fait, de l'extraire directement d'une mine classique. Donc, en fait, qu'est-ce qu'on fait ? Parce qu'un jour, il faudra quand même aller les chercher, donc il faudra utiliser de l'énergie. Et laquelle? Bien sûr, tu as raison, mais c'est un exemple. Il faut de l'énergie pour faire du recyclage. Il faut de l'énergie aujourd'hui pour faire de l'hydrogène. Si on ne le tire pas du méthane, il faut le sortir de l'eau, et donc il faut beaucoup d'énergie. Donc on est en train de passer, en effet, de procédés qui demandaient de l'énergie, mais relativement peu, à de nouveaux procédés qui vont en demander beaucoup. Donc c'est pour ça, en effet, qu'il faut une capacité de production d'énergie qui soit significative, et d'où cette question si importante de l'électrification et de la production électrique qui accompagne le besoin. Mais de toute façon, si ces mines s'appauvrissent, à un moment donné, la richesse, elle va être justement dans... J'ai fait les calculs. Voilà, dans les déchets. Enfin, voilà, et donc il n'y aura pas de choix. Juste pour illustrer, hein, pour vous donner ce que signifie une mine de cuivre. Une mine de cuivre, c'est moins de 1% de teneur en cuivre, hein. C'est-à-dire que dans le sous-sol, vous avez moins de 1%, vous y allez, hein. Alors qu'au milieu du 19e, c'était 5 à 6%. Voilà la réalité d'une mine aujourd'hui. Ensuite, pour te répondre, c'est pas qu'une histoire de thermodynamique, hein, c'est que de manière triviale, pour collecter, il faut du réseau de collecte, il faut, c'est une structure de coût, c'est une organisation, et tant que tu es sur un schéma de rentabilité à court terme, ça bloque. Enfin, à nouveau, il n'y a rien sans énergie, et deuxièmement, à partir du moment où il n'y a rien sans énergie, s'il n'y a pas quelque chose dans notre stratégie qui conduit à avoir une énergie peu chère, eh bien, ça devient très, très difficile. Voilà. Dépendre de l'énergie et que cette énergie soit très chère va appauvrir les sociétés. Donc, il y a un enjeu d'accès à de l'énergie non carbonée et pas chère. C'est ça l'histoire. Très compliqué. Oui, bonsoir. J'ai une petite question au sujet de la géothermie. Je voulais savoir ce que vous en pensiez et si c'était généralisable, suivant les technologies actuelles. Merci de poser cette question, parce que je n'y connais pas grand-chose. Mais il s'avère que je viens d'inviter mon comité énergie de l'Académie des sciences à travailler sur ce sujet. Alors, on ne sera pas les premiers, hein. Il y a quand même quelques rapports qui ont été faits sur la géothermie. Le dernier que j'ai vu,
je ne me souviens plus quels étaient les auteurs. Donc il y a effectivement un sujet à regarder. Moi, je ne le connais pas assez, mais dans quelques mois, peut-être, il y aura un rapport de l'Académie des sciences sur le sujet. Néanmoins, la raison pour laquelle je me suis intéressé à ça, c'est en particulier parce que quand même, ce que j'en sais, c'est que si la géothermie aura sa part dans le mix énergétique, ça sera quand même une part très, très minoritaire. Mais il faut que je vois ça de plus près. Ah, avec un micro, parce que sinon on ne vous entend pas. Non, excusez-moi, je voulais demander si la mine de lithium en France était l'autorisation, si elle a été donnée pour la mine de lithium en Alsace, c'est quand même quelque chose d'important. Dans l'Allier. En fait, il y a plusieurs projets lithium. Il y a la géothermie en Alsace, qui, à mon avis, à un stade moins avancé. Vous me posez une colle, le projet avance très bien et est soutenu, voilà, donc je pense que c'est bon, mais j'ai pas de certitude absolue. Je pense qu'il y a encore une problématique de levée de fonds, mais j'avoue que je n'ai pas d'éléments précis là-dessus. Ensuite, c'est un projet absolument stratégique pour la France et pour l'Europe, de manière extrêmement claire. J'ai plus les chiffres en tête, mais ça va satisfaire voilà, 60% de la demande, je crois, européenne, donc c'est absolument clé. Mais il y a plein d'autres sujets, comme je le disais, et en écho par rapport à la mine, il n'y a pas uniquement une histoire de mine. Sur le nickel, c'est une problématique, moi je suis bordelais, dans la périphérie bordelaise, il va y avoir un projet de raffinage de nickel, c'est aussi ça les sujets, c'est pas uniquement la mine, c'est aussi la transformation de la matière. Merci infiniment à vous deux, Yves et Marc, pour cette discussion. Un petit peu de promo pour le prochain dialogue. Donc aujourd'hui, c'était chimie et économie. La dernière fois, c'était histoire et matériaux, et sciences des matériaux. Ce sera d'ailleurs peut-être disponible en vidéo bientôt. Bientôt, ok, d'ici quelques jours. Et la prochaine fois, ce sera donc des intelligences passives artificielles, et ce sera une discussion autour des mathématiques et de l'informatique. Merci beaucoup à toutes et à tous.